Bonjour à tout le monde, bonjour aux panélistes et puis bonjour à tous les participants. Euh, mon nom est Charles Reboul, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Je suis conseiller innovation et mobilité durable chez Innové. On est un regroupement sectoriel de recherche industrielle qui est mandaté par le ministère de l'économie et de l'innovation pour accompagner des projets de recherche collaborative et puis les financer. J'en profite pour dire qu'on a notre prochain appel à projet qui se déroule le 15 avril. Donc, si vous avez des projets à soumettre, notamment dans l'hydrogène, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène, on a décidé de réaliser les rendez-vous de l'hydrogène qu'on a démarré en décembre dernier. L'objectif est d'amener de l'information technique sur l'hydrogène et sur le déploiement de ces technologies. Donc, on a organisé ces sessions-là. On a traité lors de la dernière session des sujets de la mobilité. Et aujourd'hui, on va parler donc des applications stationnaires de l'hydrogène. Pour ça, donc on va avoir Kodjo Agbossou de l'IRH et Pierre Rivard de Tuglic qui vont nous partager leur expérience. L'objectif de ces rencontres, c'est évidemment d'amener de l'information technique notamment, de lever l'idéologie qu'il y a autour de l'hydrogène, parce qu'il peut y en avoir pas mal aujourd'hui, et à travers ça, de soutenir le développement de la filière hydrogène au Québec, à travers la recherche évidemment et le déploiement de projets pilotes. Je vais vous présenter rapidement le déroulé de la session. Donc, on va avoir deux intervenants, Kodjo, comme je l'ai mentionné, et Pierre. Une vingtaine de minutes chacun va intervenir. Ensuite de ça, on aura la période de questions-réponses. Donc, vous avez l'outil Zoom dédié à ça. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez la possibilité d'interagir sur les questions qui ont été posées par les autres participants. Donc, n'hésitez surtout pas à vous servir de ça. Ensuite de ça, au moment des questions-réponses, on va vous partager un formulaire qu'on vous enverra aussi suite à l'événement, donc probablement demain, pour collecter vos impressions. L'objectif, c'est évidemment de nous améliorer, mais c'est aussi de capter les éléments qui sont importants pour vous, pour qu'on puisse les intégrer dans notre feuille de route à terme. Et enfin, donc, vous voyez mon courriel qui s'affiche à l'écran. Donc, c'est reboul à commercial innov-e.ca. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des questions suite à cette session-là, puisque moi, je vais pouvoir par la suite, d'ici la semaine prochaine, les transférer à Kodjo et à Pierre qui y répondront. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations-là sur le site Internet Innové avec l'enregistrement des sessions et les présentations. Vous avez déjà d'ailleurs ces informations-là, des sessions passées sur le site Internet d'Innové. Donc écoutez, je vous remercie à nouveau d'être là et puis je vais donner la parole à Kodjo qui va nous faire sa présentation. Merci Charles. Je vais partager mon écran. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, ma présentation. Oui, très bien. OK, merci Charles. Et puis, merci aussi au RQI et à Innové d'organiser ces rencontres sur l'hydrogène. Le titre de ma présentation, je l'ai intitulé « Opportunités et défis des systèmes de gestion de l'énergie dans le contexte du développement des technologies de l'hydrogène ».
Alors, le plan de ma présentation, celui-ci, parlait un peu du contexte de décarbonisation. Le stockage de l'hydrogène revient toujours, même si on veut l'utiliser pour des applications stationnaires. La pile à combustible, les piles qu'on utilise pour les applications stationnaires en particulier, et comment le réseau ou la gestion du réseau intelligent, combiné au stockage et à l'utilisation de l'hydrogène, peut aider dans toute cette mouvance de la transition énergétique. Et je donnerai quelques exemples de ce que nous faisons à l'Institut de recherche sur l'hydrogène et tirer quelques conclusions. Alors, j'aime bien parler de la transition énergétique et surtout de parler du développement durable. Ça m'interpelle toujours parce que c'est un développement qui doit répondre aux besoins de notre génération sans compromettre celle de la génération suivante. Et il faudrait qu'on ait toujours ça à l'esprit dans tout ce qu'on fait comme développement. Dans le contexte de la décarbonation, si vous regardez ici, on a toujours un endroit où on produit de l'énergie, on le transporte et puis après les dernières utilisations. Alors ça, c'est le cas de l'hydrogène dont je veux parler, mais c'est aussi le cas du réseau électrique où on génère de l'électricité, on le transporte et les derniers utilisateurs. Et donc, l'hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique au même titre que l'électricité. L'hydrogène est produit de différentes façons. L'hydrogène gris que vous connaissez tous, qu'on peut produire à partir du reformage du méthane, sans séquestration. L'hydrogène bleu, qui est la même chose que l'hydrogène gris, cette fois-ci avec la capture du CO2. Et puis l'hydrogène vert qu'on peut produire à partir des électrolyseurs, et surtout si on le fait à partir des énergies renouvelables et l'hydroélectricité, ce sera une bonne chose. Les types d'électrolyseurs qu'on utilise pour l'hydrogène vert sont les électrolyseurs alcalins, les électrolyseurs PEM et puis les électrolyseurs à solid oxide fuel cell. Ça va de quelques kilowatts jusqu'à plusieurs mégawatts. D'ailleurs, ça a été annoncé aujourd'hui où Bécancour installe des électrolyseurs de l'ordre de 20 mégawatts à peu près. Alors, mais il y a un élément important dans tout ça là, pour en venir plus tard, vous allez le voir pour les applications stationnaires. Le coût de l'hydrogène gris actuellement est très faible en production, en coût de production. Il est aux alentours de 2 $ le kilogramme. L'hydrogène gris et l'hydrogène bleu plutôt est aux alentours de 3 $ le kilogramme. Et l'hydrogène vert est entre 5 et 7 $ le kilogramme. Ça dépend des pays qui le produisent. Au Québec, avec l'hydroélectricité qui coûte beaucoup moins cher, cette production est beaucoup plus rentable, c'est-à-dire que beaucoup plus proche du 3 $ le kilogramme. Alors, si on regarde l'hydrogène qui est produit, ou les sources d'énergie qu'on peut utiliser dans le domaine des applications stationnaires, on se rend compte que quand on veut stocker de l'hydrogène ou quand on veut stocker de l'énergie à long terme, ben là, l'hydrogène montre une grande capacité au même titre que, à la limite, le stockage par le dévolant d'inertie. Par contre, quand on parle de puissance, où on cherche à avoir de grandes puissances, là, cette fois-ci, les batteries et les capaciteurs sont les meilleurs outils pour faire ce type d'opération. Alors, si on regarde dans ce cas-là, si on l'intègre dans un réseau donné, ben, l'hydrogène peut être utilisé de différentes manières, et surtout pour des stockages à long terme et des utilisations pour différents types d'applications. L'hydrogène aussi est utilisé beaucoup pour des systèmes de backup et autres. Je reviendrai là-dessus. Alors, quand on produit de l'hydrogène et qu'on veut l'utiliser pour les applications stationnaires, on passe souvent par les piles à combustible. Et il y a différents types de piles à combustible qui vont de quelques watts jusqu'à plusieurs mégawatts. Alors, il y a les piles PM qui sont Proton Exchange Membrane Fuel Cell et les piles qui sont le Direct Methanol Fuel Cell qui sont la même chose que les piles PM, mais c'est seulement le type de gaz qu'on utilise qui est différent. Et puis, il y a les piles qu'on utilise à très haute température qui sont Molten Carbon Fuel Cell et puis le Solid Oxide Fuel Cell. Alors, vous remarquerez ici que ce sont des piles à combustible qui fonctionnent à de très hautes températures. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Ça voudrait dire que les rendements des piles à combustible qui sont aux alentours de 45% à 65%, quand on l'utilise à haute température et qu'on peut récupérer cette chaleur-là, le rendement monte jusqu'à 85%. Et donc, pour de grandes applications stationnaires,
ce type de pile est très approprié pour ce type d'utilisation. Alors, la durabilité des piles à combustible, vous le savez tous, pour les véhicules, c'est 5000 heures d'utilisation, mais pour les applications stationnaires, c'est 40 000 heures d'utilisation. Ça revient globalement à l'utiliser en temps continu, là, plus de 5 ans à peu près. Donc, ça offre beaucoup d'avantages. Et puis, pourquoi on peut l'utiliser très longtemps, c'est du fait qu'on ne l'utilise pas dans un mode forcément intermittent, très régulier. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Si je peux produire de l'hydrogène, le stocker, l'utiliser les piles à combustible et je le rentre dans un réseau électrique donné, qu'est-ce que ça m'offre comme opportunité d'opération? Ça m'offre beaucoup de choses. Alors, la première chose qu'on peut regarder ici, si je considère un réseau donné, on est dans un paradigme d'opération du réseau où on veut améliorer le fonctionnement du réseau, avoir des systèmes de backup. Et donc, l'hydrogène peut servir à améliorer la flexibilité d'opération du réseau, au même titre que dans le fonctionnement du réseau distribué, les batteries aussi peuvent aider dans ça. Si vous regardez complètement à droite, c'est le mode de stockage, où les voitures électriques aussi, dans une certaine mesure, peuvent être sous cette forme-là. La technologie évolue où les piles à combustible, les panneaux solaires, les éoliennes deviennent concurrentielles et donc il y a plusieurs sources d'énergie qu'on peut utiliser. Et donc tout ça, dans un mode de gestion donné, peut offrir une certaine flexibilité d'opération. Donc le réseau a besoin d'être innové et d'être fonctionnel comme une plateforme d'énergie. Et là, ça va faciliter l'économie de partage. L'autre chose, c'est d'encourager les clients à participer à la gestion du réseau avec une forme de flexibilité. Là, dans le cas de l'hydrogène, c'est d'installer des stations de remplissage ou des stations de production d'hydrogène le plus proche du dernier utilisateur. Alors, la dernière chose dans le fonctionnement du réseau intelligent, c'est d'être capable d'implanter des structures tarifaires. Alors, on le verra tantôt comment l'hydrogène dans ce type de structure-là peut aider. Alors, très rapidement, je montre la structure du réseau tel qu'il est actuellement, qui est l'opérateur du réseau produit de l'énergie, il va par les stations, les postes de transformateurs. Il y a un certain nombre de clients qui sont des clients passifs. Il y a d'autres types de clients qui sont des clients actifs. Et puis, il y a certains types de clients qui sont dans ce qu'on appelle les bâtiments intelligents, avec les véhicules électriques. Et il y a d'autres types de clients qu'on appelle les prosumers, qui sont des clients qui peuvent produire et consommer de l'énergie également. Et dans ce mode de fonctionnement, on peut avoir le stockage qui peut être distribué au niveau des batteries. L'opération du réseau actuellement, et c'est ce que je vous montre à travers mes flèches, s'en va vers une opération du réseau bidirectionnelle. En gros, ça voudrait dire quoi? L'opérateur du réseau envoie son énergie, reçoit de l'information des derniers utilisateurs et ces derniers utilisateurs envoient l'information à l'opérateur du réseau. Et donc, ils peuvent être dans un mode de gestion bidirectionnel avec un mode de transaction s'il y a des modes de tarification là-dessus. Il peut y avoir aussi le dernier utilisateur qui peut stocker de l'énergie sous forme de batterie. Et la dernière chose que le dernier utilisateur peut faire, c'est de stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène et l'utiliser aussi pour ses applications. Alors, ce type de stockage dans un réseau donné peut être au niveau local ou peut être tout simplement au niveau d'un agrégat de résidence donnée. Si je m'en vais dans les régions éloignées ou dans les mines, mais ça s'applique très bien. On considère tout ceci comme un mini-réseau dans lequel la mine se retrouve avec l'excédent d'énergie qui peut être produite à partir des énergies renouvelables, stocké sous forme d'hydrogène et l'utiliser. Et dans ce cas-là, toute la question de pénétration de ces sources et le fonctionnement de cela, la régulation, le maintien des puissances et de l'énergie devient un élément assez important où l'hydrogène peut jouer un rôle assez important. Alors, quand je regarde ceci et que je veux le faire fonctionner en supposant que ce soit dans un réseau autonome ou dans un réseau donné, où cette fois-ci on est dans un mode de transaction, ce que j'entends par transaction, je vais l'expliquer beaucoup plus en détail, mais ça consiste à ce que on est dans une combinaison où on fait une combinaison entre l'économie et le contrôle, de telle sorte que le consommateur, on va avoir un équilibre entre la consommation et la production.
Et donc, ça revient à dire qu'on peut avoir des tarifications différentes ou tenir compte du coût de l'énergie des sources renouvelables qu'on veut mettre dans un réseau donné et le stockage donné. Donc, comment équilibrer ces genres de choses? Ici, ce que je vous présente ici, c'est de vous montrer la structure d'un réseau intelligent. Les tâches de puissance ici, c'est le dernier utilisateur. Exemple, une mine donnée où on a différents types de charges, etc., avec le stockage d'énergie et la production des énergies renouvelables. Au niveau de la couche supérieure, c'est la couche de négociation en termes de tarification. Et là, entre les deux, on développe les systèmes de contrôle, les systèmes de communication pour pouvoir équilibrer l'opération de tout ça, en tenant compte toujours dans le cas particulier dont je vous parle, comment stocker l'excédent d'énergie sous forme d'hydrogène et comment utiliser cet hydrogène via une pile à combustible de façon équilibrée et avoir un système d'économie. Alors, comment on fait ça? Il y a ce qu'on appelle un agent intelligent. Supposons une usine. L'usine, je peux le considérer comme un agent intelligent. Il est capable de percevoir son environnement, de prendre des actions à travers les algorithmes de l'intelligence artificielle, l'optimisation, le machine learning et autres, à travers les bases de données. Donc, de faire un certain nombre d'apprentissages, de prendre des décisions et à la fin de prendre des actions. Donc, un agent intelligent, c'est quelque chose qui perçoit, qui capte, qui analyse, qui prend des décisions et qui fait des actions. Alors, ça permet, dans ce genre de structure, de tenir compte des sources d'énergie renouvelables qu'on a et à quel moment on va les stocker et à quel coût on va les stocker pour être dans un système assez intelligent où c'est gagnant-gagnant pour le dernier utilisateur et le producteur également. Alors, dans ce type de structure-là, je donne un exemple ici qui peut être dans les serres agricoles ou dans le domaine résidentiel ou dans les bâtiments institutionnels ou dans une industrie, par exemple. Le dernier utilisateur, il garde ses intérêts, il garde ses privilèges et sa vie privée, il n'est subordonné à personne, il peut prendre des décisions de façon autonome. Si on le regarde au niveau de l'agrégateur, qui est l'opérateur du réseau, lui, il est un leader, mais il n'est pas subordonné aux derniers utilisateurs. Il peut être subordonné à un gouvernement et autres, mais il a le pouvoir de décision. Donc, il garde aussi ses intérêts. Et donc, dans ce type d'opération, chacun se trouve à être dans un jeu de gagnant-gagnant, comme un jeu de bridge, par exemple, où tu dois deviner ce que l'autre a et puis être dans une situation où tu vas tenir compte de tes propres intérêts. Alors, dans ce contexte où on peut produire de l'hydrogène, le stocker, utiliser les piles à combustible et combiner ça dans l'opération d'un réseau intelligent, on peut se retrouver avec des applications dont je vais vous parler, ce qu'on fait à l'IRH. La première des choses, le premier banc d'essai, on a un système de 5 kW, une éolienne de 10 kW, des panneaux solaires de 1 kW. On produit de l'énergie, on l'envoie pour les utilisations de nos bancs d'essai, des infrastructures qu'on a. L'excédent d'énergie, on le stocke sous forme d'hydrogène et on utilise les piles à combustible. Alors, ceci a de sens seulement si c'est l'excédent d'énergie qu'on stocke. Parce que dans la conversion pile à combustible, stockage et reconversion pile à combustible, l'électrolyseur a un rendement de l'ordre de 80 à 85%, la pile à combustible a un rendement de 45% à peu près. Quand on fait tout ce cycle-là, le rendement tombe aux alentours de 35 à 40%. Donc, on n'a pas intérêt à stocker toute l'énergie, mais c'est seulement l'excédent d'énergie. Alors ça, c'est le banc d'essai. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et puis ça, c'est le type d'exemple qu'on a ici où en vert, on fait fonctionner notre système durant un certain nombre de périodes. En vert, c'est la production d'hydrogène. Et puis les périodes où l'énergie, on a besoin d'énergie, mais par contre, il n'y en a pas suffisamment sur le réseau local avec les éoliennes et les panneaux solaires, on démarre les piles et puis on régule les choses. Là où je veux attirer votre attention, c'est au niveau de l'utilisation quand on produit de l'hydrogène, et qu'on le compresse, l'hydrogène qu'on produit se trouve sous cette forme-ci, mais quand on le compresse, on va tirer plus de courant et donc on va utiliser beaucoup plus d'énergie également. Et donc, dans le type de gestion intelligente qu'on peut faire, il faut tenir compte du fonctionnement de tout ce cycle-là pour être toujours dans un régime assez optimal. Ici, ce sont les rendements des piles à combustible et vous verrez que la pile à combustible, on rentre de l'hydrogène et de l'oxygène qui vient de l'air, mais quand on utilise l'oxygène pur, on peut améliorer le rendement. Et l'oxygène aussi, on peut le récupérer dans la production de l'hydrogène.
Alors, le deuxième banc d'essai que je vous montre, on a ici à l'Institut un appartement qui est un salon et une cuisine équipés avec toutes les facilités. Essentiellement, on l'utilise pour la gestion intelligente du réseau, où on a un agent, la résidence, on a un agent intelligent, on a un certain nombre de charges qui sont des charges qui offrent la flexibilité, les charges thermiques, les batteries, où on peut produire de l'hydrogène. Et puis, on a d'autres types de charges qu'on peut contrôler, qui sont à quel moment on vient charger des voitures, puisqu'on a des bandes de recharge à l'extérieur de notre bâtiment qui sont connectés à notre structure. Comment on peut chauffer la résidence, le type de chauffe-eau qu'on peut utiliser, comment on peut gérer les charges résidentielles de façon intelligente, et on simule des modèles de tarification pour voir comment on peut gérer tout ceci de façon flexible et avoir de différents types d'avantages. Alors, l'exemple que je vais vous montrer ici, c'est l'appartement qu'on a, où on a notre organe intelligent, nous on l'appelle Vicky, notre unité centrale, qui reçoit de toute l'information de la consommation. On reçoit de l'information de l'opérateur du réseau avec des simulations de tarification. On tient compte de la météo et on regarde comment on peut faire fonctionner tout ceci pour garder le confort et les besoins des derniers utilisateurs avec le stockage thermique. Et puis, comment on peut tenir compte des tarifications pour éviter de consommer trop d'énergie pendant les pointes. Alors, le dernier exemple que je vais vous montrer ici, on a l'opérateur du réseau ici, on a l'agent résidentiel qui est ici, on suppose, en fait, dans notre simulation ici ou dans notre émulation, on a 20 résidences, les données de 20 résidences réelles. Et donc, l'opérateur du réseau envoie sa tarification. Les consommateurs optimisent leur consommation, envoient l'information de consommation à l'opérateur du réseau. Et donc, on a une fonction d'optimisation. Mais qu'est-ce qu'on fait essentiellement ici? Si vous regardez à droite, on a le pic du matin et le pic de l'après-midi avec la tarification qui est en pointillé ici, qui est assez dynamique, qui peut changer selon la période de pointe. Ben, la consommation du matin ici, les gens le décalent pour consommer un peu plus en avant ou un peu plus après et garder le même confort. Alors, je peux utiliser cet avantage-là pour produire de l'hydrogène pendant ces périodes-là où le coût de l'électricité est le moins cher possible. Et donc, ça me donne beaucoup d'avantages et beaucoup de moyens de gestion. L'hydrogène qui est produit pendant cette période-là, l'utilisateur peut l'utiliser après, pendant les périodes où l'électricité est le plus chère, et puis régénérer ces choses et être dans un régime assez équilibré. Ça, c'est pour des résidences, mais ça peut s'appliquer aussi pour les industries. Alors, voici un certain nombre d'infrastructures que nous avons. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On a une borne de recharge des véhicules, on a des panneaux solaires, l'éolienne, des véhicules, on a plusieurs types de véhicules, la Toyota Mirai, et puis on a une station de remplissage d'hydrogène à 350 bars. Alors, pour conclure, c'est que ce que je veux dire en conclusion, c'est que les défis qu'on a au niveau du réseau électrique viennent du fait qu'il y a le réchauffement climatique qui amène à avoir la consommation de l'énergie différente, les émissions de gaz à effet de serre qui permettent de regarder les choses différentes. Il y a une inadéquation entre le réseau électrique et les nouvelles technologies, c'est-à-dire introduire les énergies renouvelables, comment s'en servir dans la flexibilité d'opération du réseau, tout en sachant que le dernier utilisateur, l'industrie ou les gens dans leur résidence veulent garder leur confort et leurs habitudes, comment intégrer ça et utiliser les choses correctement. Alors, la production d'hydrogène et l'utilisation d'hydrogène via les piles à combustible peut être une des façons de le faire adéquatement. Alors, pour dire que le réseau a besoin d'être amélioré. Et pour faire ce type de défi, l'hydrogène est une technologie qui s'y prête bien dans le cadre de l'optimisation de tout ce qui est la décarbonisation. Et l'autre chose, les piles à combustible pour des applications stationnaires est une bonne chose. Et il y a des piles à combustible qui vont jusqu'à 10 mégawatts et donc qui s'y prêtent beaucoup pour ce type de flexibilité, les types de backup et autres. Il y a plusieurs compagnies ou plusieurs entreprises qui utilisent déjà les piles à combustible pour les systèmes de backup. Aux États-Unis, il y a plus de 500 000 mégawatts qui
et de piles à combustible qui sont installés actuellement dans différents types de structures. Et donc, ça permet, on voit déjà qu'il y a un fort potentiel de cela. Alors, la gestion transactionnelle ou la gestion intelligente en tenant compte de la tarification permettra d'améliorer l'opération du réseau et permettra aussi de tirer vraiment avantage de l'utilisation des piles à combustible et de l'hydrogène dans un fonctionnement stationnaire. Merci pour votre attention. Et puis, la plupart de nos projets sont supportés ou notre projet est supporté essentiellement par Hydro-Québec, le CRSNG et la Fondation de l'Université de Trois-Rivières. Et je remercie encore une fois Innové pour l'invitation et le RQI également pour l'organisation. Merci. Merci beaucoup, Kodjo, pour ta présentation, pile dans les temps, bravo. N'hésitez pas à poser vos questions suite à la présentation de Kodjo. Donc il y a l'outil Q&A qui est disponible dans les fonctionnalités de Zoom. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dès maintenant à Kodjo. Puis j'en profite pour donc donner la main à Pierre Rivard maintenant de Tuglic. C'est à toi, Pierre, tu peux partager ta présentation à tout le monde. Merci, Charles. Alors, il me fait plaisir de vous donner un retour d'expérience Tuglic sur le déploiement et l'opération d'un système stationnaire à l'hydrogène à la mine Raglan de Glencore au Nunavik, qui est dans l'Arctique québécois. Vous avez ici en première page les coordonnées et courriels de Paul-Étienne Carrier, qui est l'auteur du diaporama d'aujourd'hui. Également de Christina Hamernick. Si vous avez des idées de partenariat ou de projets que vous aimeriez discuter avec Tuglic, ce seraient les points de contact à privilégier pour discuter de ces sujets. Donc, Tuglic Énergie, on est un producteur d'énergie indépendant. On a été fondé en 2011. Nous sommes présentement 10 cofondateurs qui œuvrent au sein de l'entreprise. Notre modèle d'affaires est de financer, déployer, opérer des actifs qui vont livrer tout simplement des électrons verts ou des molécules vertes. Et puis, on a vraiment beaucoup d'emphase sur l'innovation et puis des solutions audacieuses dans des milieux qui sont parfois hostiles et difficiles à développer. Personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été le PDG fondateur de Hydrogénix, où j'ai œuvré pendant les 12 premières années de Hydrogénix, et puis vers la fin comme Executive Chairman du conseil d'administration. J'ai également été à l'embauche de l'Institut de recherche de l'hydrogène au milieu des années 90, où j'ai pu côtoyer Pierre Bénard et Richard Chahine et Tapan Bose avant que le magnifique laboratoire ait été construit. J'ai également été le dernier président du créneau hydrogène du Québec en 2012 avant que le ministère de l'Innovation et de l'Économie le démantèle. Donc, notre projet Raglan pour l'hydrogène, c'est un projet de 22 millions de dollars. On souligne avec reconnaissance l'implication de Ressources naturelles Québec, le programme Techno-Climat, Mme Kathleen Gauvin qui a appuyé le volet innovation du projet. Également le programme Éco-Performance qui a appuyé le volet de réduction des GES, M. Benoît Légaré. Ressources naturelles Canada avec Jimmy Royer. Également, les 3 investisseurs de projet d'équité dans le projet qui étaient Énergir, qui s'appelait à l'époque Gaz Métro, pour 2 millions de dollars, la mine Raglan pour 2 millions et Tuglic pour 2 millions de dollars dans le montage financier. Au niveau des prêteurs, on avait la banque TD Canada Trust qui a été, fait son premier investissement en énergie renouvelable pour ce projet-là. Je crois que depuis ce jour, plusieurs des grandes banques sont impliquées maintenant dans les projets commerciaux. Également, Hydrogénix, que j'ai déjà mentionné. Hydrogénix, en passant, a été racheté par Cummins l'année dernière pour 250 millions. Alors, dans ce que vous voyez, Cummins, en fait, c'est la technologie Hydrogénix qui est à l'origine de ces déploiements. Je crois que Kodjo a mentionné le 20 MW à l'usine de Air Liquide à Bécancour. C'est le plus gros électrolyseur en Amérique du Nord. Aller jusqu'à la semaine passée, c'était le plus gros au monde, je crois, pour le PEM.
il vient d'être annoncé par la compagnie Linde, un compétiteur d'air liquide, qui vont implanter un électrolyseur de 23 MW prochainement. Également dans le projet, on a eu l'implication de Hatch, Dr Michel Carreau, qui a été maître d'œuvre, et Enercon Canada. Et puis les deux Michel Carreau et Michel Archambault d'Hydrogénique sont impliqués dans le projet d'air liquide à Bécancour pour l'électrolyseur de grand gabarit. Donc, nos actifs à la mine Raglan incluent 6 MW d'éolien, 3 MW de batterie lithium-ion de SAFT, également un volant inertiel de 250 kW que je vais décrire dans un instant, et peut-être plus en détail, je décrirai la boucle hydrogène qui comprenait 200 kW de piles à combustible à échange protonique de Cummins, également un électrolyseur alcalin pour 480 kW et puis des stockages d'hydrogène à basse pression. Vous voyez ici les trois réservoirs au centre de la photo. Donc, on avait choisi pour ce projet-là une basse pression à 12 bars, de sorte à ce qu'on puisse réduire les coûts de compression, les coûts de stockage. Et puis, on pouvait néanmoins, dans les 3 cylindres que vous voyez, stocker 340 kg d'hydrogène. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les quantités d'hydrogène, une voiture Mirai de Toyota à l'hydrogène comprend 5 kg d'hydrogène embarqué. Donc, on pourrait, ni plus ni moins, remplir 70 de ces voitures à même les réservoirs que vous voyez sur cette photographe. Également, le 60 mètres cubes par heure produit par l'électrolyseur correspond à peu près à 5 kg d'hydrogène par heure. Donc, on pourrait remplir une voiture à chaque heure avec l'électrolyseur qu'on a au site de Raglan. Donc, vous voyez que tout est monté sur pilotis. Dans l'Arctique, c'est essentiel à cause du réchauffement climatique. Il faut absolument se prévenir du pergélisol qui fond avec les changements climatiques dans l'Arctique. Et puis également, le fait de tout mettre sur pilotis empêche de tout simplement recouvrir complètement de neige toutes les infrastructures qu'on déploie. Donc, une vue intérieure de ces composantes-là. Sur la gauche, vous voyez les 8 modules de 25 kW de Cummins. Tous ces modules-là qui, en fait, tous ensemble correspondent à 200 kW, peuvent être interchangeables ou réparables individuellement. On peut retirer ça un peu comme on retirerait des batteries dans un cabinet. Et puis, vous voyez que dans l'enceinte, on a des contrôles climatiques qui permettent d'opérer même par les grands froids de l'Arctique. Sur le bas à droite, vous voyez les batteries lithium-ion un peu similaires aux modules de piles à combustible. Ils sont également interchangeables. Vous avez 4 faisceaux en parallèle avec plusieurs autres cellules en série. Aller jusqu'au milieu du projet, on pouvait envoyer ces modules lithium-ion par avion à Raglan, mais maintenant, le ministère des Transports du Canada interdit le transport de ces modules de batterie lithium-ion par avion. Donc, ça devient très difficile et onéreux de réparer ou remplacer ces modules de batterie lithium-ion. En bas à gauche, vous voyez un peu la preuve de la performance qui nous a permis de, en fait, libérer le paiement à Cummins. C'est que vous voyez à gauche la consigne de 200 kW et puis la puissance livrée par les piles à combustible de 200 kW. Et également les autres paramètres, vous ne pouvez probablement pas distinguer ça à l'écran, mais c'est beaucoup de paramètres à surveiller dans les opérations de piles à combustible, comme vous pouvez vous en rendre compte. En haut à droite, c'est le volant inertiel. Je vais en parler sommairement, mais vous voyez à quoi ça consiste sur la droite, l'extrême droite. C'est tout simplement une masse qui tourne à très grand nombre de révolutions par minute. Et puis, on injecte tout simplement l'électricité sous forme d'énergie cinétique et puis on retire cette énergie cinétique sous forme d'électricité. Alors, également, cette technologie de stockage était également de 200 kW, nous permettant d'utiliser 3 redresseurs onduleurs de 200 kW d'ABB qui sont équivalents pour les 3 systèmes de stockage, mais également de contrôler le tout sous le contrôleur hybride Hatch. Pour l'électrolyseur de Raglan, vous voyez ici la puissance sur le diagramme du haut. Vous voyez également la production d'hydrogène qui varie en fonction de la puissance et la pression qui est livrée au réservoir en bas. On peut voir ici que le temps de réaction des électrolyseurs sont excellents, c'est que c'est de l'ordre du milliseconde. Dès que vous appliquez la puissance à l'électrolyseur, vous avez tout de suite une production d'hydrogène.
La baisse de pression en bas, c'est lorsqu'il faut tout simplement évacuer l'azote qui inonde toutes les conduites d'hydrogène et remplace l'azote par l'hydrogène dans les réservoirs jusqu'à 10 bars de pression lorsqu'on est à pleine pression dans les réservoirs. Donc, c'est très réactif. Ça peut être utilisé, comme le professeur Ogboussou a mentionné, pour régulariser les voltages et également les tensions et les fréquences sur les réseaux autonomes qu'on a. Sur la droite, vous voyez l'intérieur de ces appareillages. Dans tous les appareillages de Cummins, vous avez une séparation entre l'électronique de puissance et tout simplement les tuyaux de réaction, etc. Donc, c'est important pour être conforme aux normes d'avoir tous ces systèmes de sécurité en place. La philosophie qu'on voulait démontrer du point de vue d'innovation, c'est de voir si on pouvait utiliser à bon escient chaque type de stockage pour leurs avantages. Donc, le volant inertiel est très réactif et très robuste, si on veut. On est au-dessus de 1 million de cycles de charge et décharge présentement à Raglan. Ça se compare favorablement à une batterie lithium-ion qui, elle, ne peut se décharger et recharger que 8000 cycles. Et donc, on visait en établissant un volant inertiel à tout simplement ménager les batteries pour les faire durer plus longtemps et puis s'en servir lorsqu'on en a besoin. Typiquement, pour démarrer une génératrice diesel arctique minière, ça prend 12 minutes dans les grands froids. Donc, les batteries étaient là tout simplement pour fournir un pont d'énergie le temps qu'on démarre la réserve tournante nécessaire pour le réseau. Et puis, pour les réservoirs d'hydrogène, on visait 20 heures de sorte à pouvoir combler les carences d'éoliens quand il n'y aurait pas de vent pendant des périodes prolongées. Juste un dernier point ici à mentionner, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes de sécurité dont je vais parler tout à l'heure dans les systèmes et puis les modes de défaillance sont différents d'un système à l'autre. Notre expérience à Raglan, c'est que le volant inertiel a été le système le plus fiable. La boucle hydrogène, le deuxième plus fiable et le moins fiable, surprenamment pour nous, dans cette première expérience, a été les batteries lithium-ion. Donc, le but ultime, c'est de lisser la courbe ici. Je ne voudrais pas répéter ce que Kodjo a mentionné, mais ces graphiques-là sont soumis à la salle de contrôle de Glencore à chaque matin, où on donne nos prévisions des 7 prochains jours à court terme, les prévisions à plus long terme de 14 jours. La ligne foncée que vous voyez, c'est la puissance éolienne qu'on pense pouvoir fournir à chaque heure des 7 prochains jours. Et puis, dans les carrés jaunes que vous voyez, le 19 MWh, 31 MWh, c'est l'énergie qu'on s'attend de pouvoir offrir au système de stockage durant les journées pour chaque journée. Et vous avez également une bande d'incertitude autour de ces tendances centrales-là. Donc, ceci nous permet en fait de parler ou de communiquer, comme Kodjo l'a mentionné, avec la salle de contrôle et de recevoir une consigne d'acceptation de puissance. Et nous, on s'arrange pour que les systèmes de stockage et la production éolienne puissent s'apparier à la consigne qu'on reçoit de la salle de contrôle. Alors ça, c'est un autre diagramme sur des données de 2015. L'éolienne a été mise en fonction en 2014, le volant inertiel Flywheel FW et la batterie BESS en 2015 et puis le système hydrogène en 2016. Et vous voyez avec le code de couleur que la ligne foncée bleue, en une période de 5 minutes à des chutes prononcées, on peut perdre jusqu'à 130 kW par seconde en éolien, plusieurs fois en 5 minutes, ce qui a un très gros impact sur la stabilité de fréquence et de tension du micro-réseau. Il faut donc redresser ça le plus possible. Vous voyez la ligne rouge qui est le redressement de la ligne bleue foncée grâce à l'interaction de la combustible, du volant inertiel et des batteries. Et puis, on peut redresser en fait les courbes à des chutes de l'ordre de 11 kWh au lieu du 130 kWh qu'on pourrait subir si on avait seulement l'éolien sans aucun stockage. Donc, les avantages et inconvénients pour l'hydrogène, pour ceux qui considèrent à mettre en place une solution comme ça, c'est qu'on a en fait un découplage entre la puissance et l'énergie telle que Kodjo l'a présenté dans la dernière présentation. On a simplement besoin de doubler le stockage de l'hydrogène pour doubler l'énergie en place
sans avoir à doubler l'empreinte des piles à combustible, et un peu la même équation que ce qu'on retrouve avec les diesels, etc. On a également des avantages d'une génération de chaleur, ce qu'on n'a pas avec les batteries, mais les piles à combustible étant un mécanisme de combustion froide qui se produit à 60 degrés centigrades, il y a moyen d'utiliser cette chaleur-là pour d'autres utilisations. Ensuite, on a également une composante qui est peut-être plus recyclable que certains autres composantes plus dures, puis il n'y a pas de dégradation sur la capacité de stockage, contrairement aux batteries, dont la capacité de stockage s'amenuise avec l'usage et le nombre de cycles et de charge et de décharge. Par contre, il y a plusieurs inconvénients, notamment les modes de défaillance qui sont multiples vu la complexité de ces systèmes-là. On a également des pertes élevées dans le sens que l'efficacité de l'électrolyseur est de 70 et l'efficacité des piles de 50 ce qui fait que l'efficacité combinée des deux est de l'ordre de 35 comparé, par exemple, à 95 pour une batterie lithium-ion. Par contre, on a encore une fois le découplage qui permet d'aller à des plus grandes densités d'énergie que ce qui serait possible normalement avec des grands bancs de batterie dans des espaces limités ou des poids limités. Donc, le fonctionnement de l'unité d'hydrogène, on peut produire jusqu'à 5,3 kg par heure à pleine capacité de l'électrolyseur. Par contre, comme j'ai mentionné, ça prend 58 kWh d'énergie électrique par kilogramme d'hydrogène produit. Et puis, le 200 kW peut fonctionner en continu aussi longtemps qu'on fournit l'hydrogène aux piles à combustible. Et donc, la fonction de la boucle était de lisser les stockages et de compenser les carences éoliennes lorsqu'on a besoin de fournir de l'électricité renouvelable. Donc, les problèmes encourus, on a eu une défaillance du système lorsque les tuyauteries se sont gelées. L'eau qui était prisonnière des tuyaux ont gelé du fait que la chaufferette ou le contrôle climatique de la boîte a eu une défaillance. La défaillance était due au fait qu'on avait mal calibré le détecteur d'hydrogène dans l'air ambiant qui a présumé une fuite d'hydrogène alors que ce n'était pas le cas et qui a fermé justement la chaufferette du cabanon, ce qui a causé en fait le gel par la suite des composantes qui trempaient dans l'eau. Donc, ça a été une leçon qu'on a appris et puis qu'on va éviter sur les prochaines réparations, les prochaines remises à niveau. Et puis, il faut vraiment avoir des systèmes de protection, de sécurité adaptés avec une surveillance en temps réel autant que possible pour pouvoir voir ce qui se passe dans ces unités-là. Présentement, on est en discussion et en évaluation pour aller à la prochaine étape qui serait en fait de réaffecter la boucle hydrogène à une station de ravitaillement pour en faire une source d'énergie renouvelable pour les camions lourds et les transports intensifs sur le contexte minier. On pense que c'est la meilleure utilisation pour l'hydrogène renouvelable, l'hydrogène vert en termes de valeur ajoutée. Et puis, on regarde présentement différentes plateformes ou différentes approches à ça, puis on travaille également au montage financier pour cette prochaine étape du projet. Et également, on regarde à comment obtenir les surplus éoliens qui seraient nécessaires à générer les quantités suffisantes pour les carburants renouvelables pour les véhicules miniers lourds. Donc, au niveau du futur de l'installation d'hydrogène, c'est qu'on va déployer une flotte de 2 véhicules selon ce qu'on aimerait déployer ou ce dont on discute. Et puis, pour la conversion de ces équipements en station de ravitaillement, il faudra placer un compresseur à 700 bars pour amener la pression de 12 bars à 700 bars, qui est le niveau de pression embarqué sur les véhicules de piles à combustible. Et puis également réparer les systèmes que j'ai montrés tout à l'heure qui sont endommagés. Donc, en résumé, on a fait une démonstration réussie d'un déploiement hybride stockage triple avec éolien diesel couplés ensemble sur un site industriel. Raglan est un de 2 sites industriels dans l'Arctique canadien qui ont des installations d'énergie renouvelable, l'autre étant Rio Tinto Diavik, le diamantaire de territoire du Nord-Ouest. La mine de Diavik sera en fin de mine en 2021, ce qui fait que Raglan devient le porte-étendard unique au Canada d'énergie renouvelable industrielle en milieu arctique. Donc, on aimerait bien utiliser cette plateforme-là pour démontrer les prochaines étapes qui seraient l'électrification des véhicules lourds,
mais également une plus haute pénétration des réseaux autonomes hybrides tels que Kodjo l'a présenté auparavant, qui peut être habilité par la conversion des surplus et du délestage d'énergie renouvelable en hydrogène. Et puis, on aimerait également examiner les possibilités d'utiliser la chaleur à base d'hydrogène. Un des éléments intéressants pour l'hydrogène, c'est que ça peut humidifier les milieux de vie, dans le sens que un des sous-produits d'une pile à combustible autre que l'électricité, c'est de l'eau, des vapeurs d'eau. Donc, ça peut être très utile dans les milieux très secs du Grand Nord. Donc, merci. Je voulais juste mentionner quelques noms d'entreprises pour ceux qui seraient intéressés à monter des projets. Sur la droite, les piles à combustible stationnaires. Il y a bien sûr Cummins et Ballard, deux leaders mondiaux canadiens. Aux États-Unis, en solid oxide ou en céramique, tel que Kodjo l'a mentionné, il y a Bloom Energy qui est basé en Californie, en sel fondant et Fuel Cell Energy. Et puis, dans les plus petits gabarits, il y a Panasonic qui a fait des modèles résidentiels au Japon, stationnaires. Au milieu, j'ai mis 3 noms québécois qui ont été actifs il n'y a pas longtemps. Iteon a développé plusieurs systèmes résidentiels que vous voyez à l'écran pour des stations combinées chaleur et électricité générées au niveau de la résidence. Ils ont déployé des systèmes en Europe, au Japon et en Amérique du Nord. Energior a fait également des systèmes qui sont pour les applications aéroportées. Compagnie Plug Power s'est portée acquéreur d'Energior l'année passée. Et sur la gauche, vous voyez les fournisseurs d'électrolyseurs. Cummins Hydrogenics, en vertu des acquisitions, a été dans ce domaine depuis 80 ans, à produire près de 500 électrolyseurs sur 2000 sites différents. Et puis, NEL est un fournisseur norvégien qui également date de plusieurs décennies, depuis le début du 20e siècle. ITM est un nouveau joueur européen, mais qui fait beaucoup de belles installations en Europe présentement. Donc, un écosystème qui est de plus en plus riche, de plus en plus disponible pour ceux intéressés à faire des systèmes stationnaires d'hydrogène. Là-dessus, Charles, je vais te redonner le lutrin, puis on peut peut-être répondre à des questions s'il y en a qui sont parvenues. Merci beaucoup, Pierre. Oui, je crois que vous m'entendez, c'est bon. Merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention, et Kodjo aussi. Ce qu'on peut voir notamment, c'est par rapport aux perspectives que vous avez présentées l'un et l'autre, c'est qu'il y a des opportunités aujourd'hui pour les différentes expertises québécoises. On n'est pas obligé d'être des experts de l'hydrogène. Il y a quand même tout un tas de domaines sur lesquels s'appuient ces technologies hydrogène de domaines techniques, je veux dire, pour être développées. Donc c'est de belles opportunités. Effectivement, on a quelques questions qui nous ont été posées. On va tenter d'y répondre dans les 15 prochaines minutes qui nous restent. On a une première question pour Kodjo, pardon. Où on nous demande, donc c'est Christian Carry qui nous pose la question, savoir où est-ce qu'on prend en compte les applications Power to Methane pour faire pont entre les réseaux de gaz et les réseaux électriques. Donc Kodjo, est-ce que tu as une réponse, un éclairage à nous apporter là-dessus? Et ton micro est coupé, Kodjo. Oui, répète la question s'il te plaît. Est-ce qu'on prend en compte les applications Power to Methane pour faire le pont entre les réseaux gaziers et les réseaux électriques? Je pense que dans certains types d'applications, oui, on peut en tenir compte, surtout que les piles à combustible solid oxide fuel cell, ce n'est pas forcément de l'hydrogène pur qu'on peut brûler. Donc, il y a un pont qui peut être fait entre les deux très facilement. Ok, donc c'est vraiment une combinaison des deux gaz qui permet le pont entre ces deux univers. Exact. Super. Une question pour tous les deux, je pense. Quel type d'eau est utilisé dans les électrolyseurs? Donc, c'est Stéphane Gaudreau qui nous pose la question, où il nous précise que l'eau provenant des réseaux contiennent d'autres éléments comme du fluor, du chlore, des minéraux, etc. Est-ce qu'il y a des résidus, des émissions? Est-ce qu'il y a des choses qui restent de tout ça? Est-ce qu'il y a des sortes de déchets qui sont issus de ces technologies? Et est-ce que ça a un impact pour les systèmes internes aux électrolyseurs? Oui, en fait, je peux répondre à ça. C'est que ça prend une eau qui serait très pure pour fonctionner en continu pendant longtemps. On a ce qu'on appelle une boucle de polissage de l'eau avec, on veut atteindre des eaux qui sont libres au maximum des ions. En fait, on appelle la résistivité de l'eau étant une mesure de la pureté. On atteint des puretés nécessaires de 1 mégaohm
de l'eau, autrement dit une eau qui est libre de tout ion ou toute impureté autant que possible, de sorte à ne pas causer une baisse de performance et la réduction de la vie des électrolyseurs. Mais comme Kodjo le mentionnait, plus la technologie est à haute température, plus la technologie est tolérante aux impuretés. Pour les alcalins et puis le PEM, les électrolyseurs, en fait, ne sont pas très tolérants. C'est surtout le monoxyde de carbone qui est un poison qui vient s'attacher au catalyseur de platine et qui en affecte sa performance. Également, le soufre qui peut être dans certains poisons. Et puis, mais dans les électrolyseurs et dans les piles à combustible à haute température, notamment de modèles céramiques et puis de sable fondu, on est beaucoup plus tolérant aux impuretés dans les intrants. Mais pour l'électrolyseur, effectivement, l'eau est circulée jusqu'à 10 fois dans un filtre à pression osmotique inversée. Et puis, on atteint encore une fois une résistivité dans l'eau de 1 mégaohm pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ions en suspension dans l'eau. D'accord, merci Pierre. Kodjo, est-ce que tu as un complément à nous apporter? Non, je pense que Pierre a bien résumé la situation des électrolyseurs. C'est de l'eau qui est ultra pure qu'on doit utiliser. Ok, merci à tous les deux. En parlant de pureté, on a une question de Marc-Antoine Langevin, où là, on s'intéresse à la pureté de l'hydrogène. Est-ce que la pureté de l'hydrogène est un critère, un point critique dans ces applications-là? Et dans ce cas, est-ce qu'il y a justement, il y a une analyse des impuretés dans les projets qui ont été notamment sur la mine Raglan? Et voilà, et dans quel cours ça rentre? Qui est responsable de ça? Est-ce que c'est le fabricant de l'électrolyseur? Est-ce que c'est d'autres personnes? Enfin, qui est-ce qui s'intéresse à ça? Est-ce que c'est critique ou pas dans cette application-là? Et si oui, qui a la casquette? Bon, en fait, lorsqu'on utilise l'hydrogène vert, du fait que c'est dérivé de l'eau, il y a très peu d'impuretés dans le résultat parce que l'eau est déjà filtrée au départ, mais on scinde la molécule de H2O en ses composants d'hydrogène et d'oxygène. Donc, il y a très peu d'occasion d'introduire d'autres contaminants. Une fois que c'est en stockage, on ne peut tolérer absolument aucune présence d'oxygène ou d'autres contaminants pour des raisons de sécurité. Alors, tous les circuits sont très étanches, très, très isolés. À ce niveau-là, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème pour la pureté. Pour ce qui est des hydrogènes gris ou noirs ou bleus, c'est peut-être plus une question, c'est peut-être plus un problème parce qu'à ce niveau-là, il va falloir vraiment enlever toute trace de soufre et toute trace de CO, comme je mentionnais. Là où il y a un problème de pureté, c'est souvent du côté de l'air, où est-ce que, par exemple, certains autobus diesel qui pourraient être opérés en proximité ou des véhicules miniers opérant en proximité de véhicules à l'hydrogène pourraient, en fait, du fait qu'il y a des émissions de CO et de CO2 et de particules contaminer les piles à combustible si on met les véhicules côte à côte pendant trop longtemps. Donc, il faut faire attention de bien s'armer de filtres en amont autant que possible pour donner des conditions optimales qui permettent aux piles de continuer et aux électrolyseurs de continuer en temps réel. Mais effectivement, il faut faire attention à ces éléments-là. Peut-être que Kodjo a une autre expérience avec leur équipement à l'Institut, mais c'est ce que moi j'ai observé là, dans mon expérience en hydrogène. Oui, ce que tu disais, Pierre, est tout à fait vrai. La chose que je peux rajouter dans nos expériences ici, en utilisant les électrolyseurs pour les piles à combustible où l'hydrogène doit être très, très, très pur, mais quand on démarre l'électrolyseur au début, la pureté de l'hydrogène n'atteint pas tout à fait le niveau. Et donc, le système prévoit un système d'envoyer l'air d'hydrogène dans l'air dans un premier temps, un court de temps, pour atteindre la pureté qu'il faut pour le stocker. Donc, il faut en tenir compte dans le fonctionnement du système. Oui, c'est un bon point. En fait, l'eau présente dans l'hydrogène serait peut-être le seul poison poison de parenthèse qui pourrait passer du côté de l'hydrogène. Il faut vraiment assécher les débits d'hydrogène, mais également à la sortie de la pile à combustible, la vapeur d'eau dans les milieux arctiques a tendance à se condenser, pas tendance, mais se condense et puis on forme des genres de stalactites à la sortie de la vapeur d'eau des piles à combustible. Donc, il faut très bien penser à
à la sortie de ces gaz, de cette air purifié à la sortie des piles à combustible pour pas que les accumulations d'eau glacée viennent boucher des sorties d'air. Ok, donc merci à vous. Donc en fait, on va dire l'aspect critique de tout ça, c'est plus lié aux piles à combustible, soit par les contaminants extérieurs ou soit par les effets liés au froid, mais c'est le seul point critique par rapport à la pureté du gaz alors. Ok, super, merci beaucoup. J'ai une question de Patrice Boulanger. Peut-être que Kodjo, tu pourrais nous amener un élément de réponse. Quelle technologie de pile à combustible est la plus dominante aujourd'hui? Est-ce que c'est des interfaces graphiques ou plutôt métalliques pour les installations stationnaires? Et est-ce qu'il y a une proportion à donner entre différentes technologies? Pour les grosses applications, les gros systèmes de stockage, les gens ont tendance à utiliser beaucoup les solid oxide fuel cell. Mais par contre, la pile à combustible PM est la plus répandue actuellement. C'est la technologie PM qui est la plus répandue, plus facile aussi en termes de température d'opération. Ok, parfait, merci. Un complément, Pierre, de ton côté? Oui, effectivement, si on regarde l'envergure des kilowatts produits pour le secteur automobile, annuellement, si on prend, disons, 55 millions de voitures produites annuellement fois 100 kilowatts, grosso modo, par voiture, on s'aperçoit que la production en termes d'appareillage électrique, lorsqu'on regarde les voitures, est de l'ordre de 30 fois plus grand que l'appareillage pour tous les systèmes de production d'électricité stationnaire dans le monde. Alors, à ce moment-là, on voit que les grandes séries et les économies d'échelle sont clairement du côté automobile. Alors, le côté automobile a fait son choix en faveur de PEM, donc toute la chaîne d'approvisionnement PEM va être celle qui va être la plus apte à réduire ses coûts rapidement du fait du volume massif des voitures par rapport ou des véhicules par rapport au volume de génération d'électricité. D'accord, donc c'est vraiment poussé par l'industrie automobile qui a choisi PM au final sur les coûts associés. Ok, super. On va prendre encore quelques petites questions. Il y a Jamie Royer qui nous pose la question sur l'efficacité des systèmes hydrogène, électricité électricité, H2 électricité, en termes d'utilisation de l'eau. En gros, quelle est l'efficacité du système en termes d'utilisation d'eau? Bon, ça là-dessus, au point de vue électrique, ça prend 50 pour un électrolyseur alcalin de Cummins, ça prend 57,4 kWh pour produire 1 kg d'hydrogène. 1 kg d'hydrogène correspond à 33 kWh d'énergie contenue. Donc, on voit que l'efficacité, c'est de l'ordre du 70 pour les électrolyseurs à plus basse température. Comme Kodjo le mentionnait, à plus haute température, on a des meilleurs rendements qui peuvent aller jusqu'à 80 ou 85 En termes de production de l'eau, on ne parle pas d'une très grande consommation d'eau. Je crois qu'un litre d'eau peut donner le kilogramme, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que j'aille revoir mes notes là-dessus. Je ne sais pas si Kodjo a le chiffre en tête. Non, je n'ai pas le chiffre. Bon, c'est pas majeur. C'est pas majeur. Là. C'est ceux qui croient qu'on va tout simplement vider les lacs du Québec pour générer tout l'hydrogène qu'il nous faut pour le transport. On est très loin du compte. Par contre, juste en échelle, là, si vous regardez actuellement, on a consommé à peu près, pour toutes les piles, à peu près 75 à 70 tonnes d'hydrogène. Et puis, pour le produire, ce qu'on se rend compte, c'est que pour produire cet hydrogène-là, si cet hydrogène devait être produit à partir des sources d'énergie renouvelables, ben, ça reviendra à utiliser à peu près 10 à 15% de la consommation d'électricité. Donc, il faut en tenir compte également dans toutes les échelles de proportion. Ok, ouais, donc il y a des pertes associées. Ok. J'ai une question de Christian Carrier qui me permet de rebondir un peu sur autre chose. Il pose la question par rapport au projet TUGLIC. Est-ce que c'est toujours un projet de démonstration technologique? Et j'ajoute à ça où on en est aujourd'hui. Donc, on sait qu'il y a peu de projets aujourd'hui. Comme tu le disais, Pierre, tout à l'heure, à partir de l'année prochaine, TUGLIC sera le projet de la mine Raglan sera le seul porte-étendard du sujet en milieu nordique.
comment dire, qu'est-ce qu'on fait pour passer de la démonstration à quelque chose de plus déployé, de plus généralisé? Est-ce qu'aujourd'hui les technologies sont prêtes? Et est-ce qu'il y a un intérêt majeur du milieu minier en la matière, ou est-ce que on est vraiment juste dans de la démonstration technologique? On montre que ça fonctionne, mais le milieu minier n'est pas encore prêt à le déployer en large mesure? En fait, on est prêt technologiquement à le faire. C'est une question économique, en fait, qui devient le nerf de la guerre. C'est que présentement, le prix du pétrole a beaucoup fluctué dans le cours 12 ans là, du projet Raglan. On a vu le prix du baril de pétrole passer de 120 $ du baril à 20 $ du baril. On est présentement de l'ordre du 56 $ du baril. Alors, à chaque fois que le pétrole chute de façon prononcée, toutes les technologies alternatives deviennent très, très difficiles à justifier du point de vue économique, du fait qu'ils ne sont pas encore en production de masse, etc. Mais un peu comme on voit avec les courbes de prix du solaire et de l'éolien, les technologies de l'hydrogène avec le plus grand nombre de véhicules maintenant introduits en Chine et puis en Europe, puis dans un moindre ordre d'idée en Amérique du Nord, on va voir une réduction des prix qui vont rendre ces solutions-là compétitives. Il faut également que le contexte fiscal soit adapté parce que présentement, le coût du carbone n'est pas assez prononcé, disons, pour faire une différence dans l'équation économique de prise de décision des achats d'équipements ou d'infrastructures. Donc, quand il y aura une convergence de tous ces éléments-là, on va devenir compétitif, mais c'est encore très difficile. Que Joe a mentionné les coûts des différents types d'hydrogène pour les applications stationnaires. Si on prend le kilowattheure à la roue d'un véhicule et puis qu'il nous en coûte, disons, 5 sous du kilowattheure d'électricité acheté au réseau d'Hydro-Québec, rendu à la roue sur la route, ça peut monter à 15 sous du kilowattheure si on passe par l'hydrogène, alors qu'une batterie qui est efficace à 95 va amener ce 5 sous du kilowattheure électrique du réseau peut-être à 8 ou 9 sous à la roue là, sur le terrain. Donc, c'est toutes des choses à considérer. Par contre, les aspects de remplissage, ravitaillement immédiat, au lieu d'attendre plusieurs heures à recharger une batterie, également les aspects du découplage de l'énergie, de la puissance, c'est des avantages qu'une batterie ne peut pas offrir. Et puis, c'est pour ça que les piles à combustible, la bonne énergie au bon endroit va rester très, très nécessaire pour le transport, surtout les transports intensifs et transports lourds, mais également pour les systèmes stationnaires. D'accord, merci Pierre. Ouais, donc il y a tout de même un véritable intérêt malgré le prix, le prix et la viabilité qui dépend des cours du pétrole et donc de la rentabilité des énergies renouvelables. Il y a toujours quand même un intérêt pour certaines applications. Je profite qu'on parle de ces notions-là pour rebondir sur un commentaire de Kathleen Gauvin. Effectivement, il y a 2 jours maintenant, il y a les aides financières qui ont été officialisées par le gouvernement du Québec. J'en profite justement pour mentionner que c'est évidemment le travail d'innover que d'accompagner le montage de ces projets-là, puis d'aller les financer avec des programmes développés par le MEI. Donc évidemment, il y a des soutiens financiers pour ça. Et il y a un 15 millions qui a été sorti, qui a été officialisé il y a 2 jours pour aller cofinancer ces projets-là. Donc ceux qui ont des projets en tête, etc. Il y a évidemment un soutien financier qui permet de compenser aujourd'hui les investissements que demandent ces déploiements technologiques. Et puis, c'est un peu ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est de passer des phases de pilote à une phase de déploiement un petit peu plus significative. Je vois qu'il est… Oui, Juste pour compléter ce que Pierre vient de dire là, dans les régions minières, le coût du kilowattheure est beaucoup plus élevé que 5 cents le kilowattheure. Et donc, si on tient compte de ce coût-là déjà, je pense que des projets avec la technologie d'utiliser de l'hydrogène, de le stocker, de l'utiliser, peut être déjà très concurrentiel. Oui, très important point. Également, le prix transporté du diesel avec tous les risques d'épanchement et puis les milieux nocifs pour les travailleurs et puis pour les communautés, c'est également un autre aspect à considérer. Puis, en manufacturant le carburant localement sur place avec des solutions de proximité, on évite aussi tous les déplacements des carburants sur des distances intercontinentales avec toutes les
les coûts environnementaux que ça implique. Et puis, effectivement, Kodjo, j'aurais dû mentionner ça. Oui, on est bien d'accord, on limite toutes les externalités négatives pour les communautés sur place et on se libère des autres contraintes. Oui. Parfait. Écoutez, Écoutez, je peux rajouter, Charles, oui, bien sûr, Pierre, vas-y. la ventilation souterraine à Raglan nécessite le déplacement d'1 million de pieds cubes à la minute, juste pour rendre l'air respirable pour les travailleurs lorsqu'ils utilisent les camions diesel pour faire le forage souterrain. Alors, si on avait des véhicules à l'hydrogène ou des véhicules électriques performants sans émissions, on pourrait économiser la consommation énergétique de ventilation jusqu'à 60 du coût, en même temps qu'assainir beaucoup l'air des travailleurs qui ont travaillé plusieurs années dans les mines dans des conditions de respiration comme ça. Donc, c'est vraiment pour nous le Saint Graal, si on veut, c'est vraiment l'aboutissement ultime des efforts du cheminement qu'on fait, c'est de vraiment électrifier tout ce qui se fait dans le milieu souterrain pour éliminer les besoins de ventilation des émissions nocives du diesel. Je comprends. Oui, donc on améliore considérablement les conditions de travail et au passage, on réduit aussi les contraintes opérationnelles. C'est-à-dire que c'est un problème de plus en moins pour les opérations des mines. Donc, je comprends tout à fait. Ce que je vois aussi, c'est que ça fait aussi de belles opportunités et perspectives justement pour les PME et les industries québécoises, où justement il y a quand même tout un tas de solutions à les développer. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers que ce soit nous, Innover, ou du côté de la recherche chez Kodjo, ou alors si vous avez des projets avec Pierre. Il y a très clairement des opportunités à les développer. Donc voilà, je vous incite à prendre contact avec nous tous. Il est 14h06. On a un certain nombre d'autres questions qui ont été posées. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes. Je précise à nouveau qu'on va copier toutes ces questions-là, les partager avec Pierre et Kodjo pour qu'ils puissent y répondre. On mettra ça en ligne prochainement sur le site internet d'Innover. Je me permets au passage de rappeler qu'on va vous envoyer un formulaire pour collecter justement vos avis vis-à-vis de tout ça, sur comment est-ce qu'on pourrait pousser de l'avant ce développement de la filière hydrogène au Québec. Donc, n'hésitez pas à remonter vos solutions, vos idées, vos enjeux, vos contraintes ou tout autre élément qui permettent de bien comprendre la situation, les enjeux et puis de développer notre feuille de route conjointement. Et puis, je tiens à vous remercier, Pierre et Kodjo, de votre intervention. Ça a été vraiment très intéressant. On a eu pas mal de participants aujourd'hui. Environ 75-80 personnes ont participé à la rencontre. Donc, je vous remercie à vous d'être intervenus, puis à tous les participants de vous avoir écouté, d'avoir posé leurs questions. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ce sera le 4 février, la prochaine rencontre, où cette fois-ci, on abordera le volet de la production et de la distribution de l'hydrogène. Donc, vous aurez les informations très prochainement et vous pouvez vous joindre à nous. Ce sera un grand plaisir. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, Pierre. Merci, Charles. Kodjo. Un plaisir.